Salut, c'est Vim, la chaîne des véhicules électriques en mouvement. Impossible de parler de véhicules électriques sans aborder la question du recyclage des batteries. Lorsqu'une batterie a terminé sa vie dans une voiture électrique, il lui reste encore le plus souvent 70% de sa capacité initiale et même parfois plus. La batterie est donc encore souvent apte pour une seconde vie en tant qu'unité de stockage stationnaire. On constate également que la durée de vie des batteries des voitures électriques est supérieure à ce que l'on pensait au départ. On parlait souvent d'une durée de vie maximum de 10 ans, or il arrive que ces batteries dépassent largement cette durée. D'ailleurs, la durée de vie d'une batterie se mesure plutôt en nombre de cycles de charge et de décharge qu'en nombre d'années. Plus le nombre de cycles de charge et de décharge est élevé, plus la batterie est durable et donc moins elle est nocive pour l'environnement. Nous allons donc voir dans cette vidéo les différentes façons qui existent de réutiliser des batteries usagées pour d'autres usages et nous ferons le point sur les techniques de recyclage et les perspectives futures dans ce domaine. Si ce n'est pas encore le cas, merci de vous abonner à la chaîne. Ceci est le stade Johan Cruyff Arena à côté d'Amsterdam aux Pays-Bas. Ce stade accueille l'un des tout premiers systèmes de stockage d'énergie utilisant des batteries usagées en Europe. Un projet porté notamment par Nissan qui a commencé à commercialiser la Nissan Leaf en 2011 et se trouve donc en avance sur de nombreux autres constructeurs qui commencent seulement à s'y mettre. Nissan doit donc innover avant les autres sur ce marché de la deuxième vie des batteries. Donc à la fin de l'année 2016, le constructeur Nissan s'est associé aux spécialistes de la gestion d'énergie Eaton et aux spécialistes du stockage allemand The Mobility House en annonçant le lancement d'une offre commune destinée au stockage d'énergie. Pour inaugurer cette offre, les trois partenaires ont signé un partenariat avec la société d'exploitation du stade Johan Cruyff. Des batteries de Nissan Leaf ont été assemblées dans 61 grandes armoires, reliées les unes aux autres par 4 onduleurs industriels Eaton pour former une capacité de stockage totale de 2,8 MWh. Ces armoires contiennent 254 packs de batteries de seconde vie et 340 batteries neuves de Nissan Leaf. Associée à 4200 panneaux solaires installés sur le toit de l'arène, la centrale du stade fait donc office d'outil de stabilisation du réseau sur le marché énergétique néerlandais. Les batteries se déchargent pendant les pics de consommation et se rechargent grâce aux panneaux solaires pendant les heures creuses. Le stade peut même se passer de groupes électrogènes fonctionnant au fioul. La société d'exploitation du stade a donc trouvé une source de revenus complémentaire tout en réduisant de façon significative ses émissions de gaz à effet de serre. Autre exemple de réutilisation des batteries, Nissan a également commencé la commercialisation de son propre Powerwall baptisé X-Storage qui permet de stocker entre 3,5 et 6 kWh pour un prix inférieur à 4000 €, ce qui est un prix très compétitif. Là encore, le prix est relativement bas comparé à d'autres solutions équivalentes comme celle de Tesla par exemple, ou même encore Samsung ou encore LG, provient de la réutilisation de batteries dites usagées. Le stockage domestique pour les propriétaires de maisons devient donc de plus en plus abordable et permet d'acheter de l'électricité à prix bas et de la revendre au prix fort. Grâce au véhicule to grid, il sera possible de le faire en utilisant la batterie de sa propre voiture lorsque celle-ci est branchée. Mais de cela, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Longtemps boudé par l'État français, le marché du stockage stationnaire d'énergie amorce un démarrage très timide en France. En France, la planification pluriannuelle de l'énergie, la PPE, est l'outil de pilotage et d'orientation de la politique énergétique du pays. En février dernier, les lauréats des premiers appels d'offres de long terme pour le marché de capacité a donné le feu vert à une dizaine de projets de stockage par batterie. Sur les 377 MWh de nouvelles capacités qui sont soutenues pour la période 2021-2027, 253 MWh sont des capacités de stockage. Ce sont des projets de petite et de grande taille puisqu'ils vont de 1 MWh jusqu'à 75 MWh de capacité certifiée pour les plus gros. Ces unités de stockage sur batterie vont pouvoir être appelées par le réseau pour stocker ou restituer de l'énergie dans un laps de temps extrêmement court, de l'ordre de la demi-seconde. La capacité à mobiliser très rapidement des sources d'énergie ou de stockage est déterminante pour le gestionnaire du réseau qui doit constamment équilibrer l'offre et la demande d'énergie. Pour cela, le stockage sur batterie présente un réel avantage car il peut être mobilisé très rapidement et ce dans un délai extrêmement court, ce que des centrales au gaz ou à charbon ou encore même l'hydroélectricité telles que les steppes ne peuvent pas faire, en tout cas pas dans un temps aussi court.
Favorisé par la baisse du coût des batteries et l'arrivée prévue de batteries de seconde vie, le stockage d'électricité devrait dans les 10 années à venir se faire une place de plus en plus importante dans la fourniture de services au réseau de distribution. Il pourrait même constituer une alternative sérieuse au renforcement des réseaux considérés comme très coûteux, ce que montrent des expérimentations lancées récemment par RTE, Enedis ou encore Engie. Pour l'heure, les premiers développements portent sur le réglage de la fréquence, l'équilibrage de l'offre et de la demande ou encore la résolution des congestions par des unités de stockage dites tampons. Cette technologie permet d'accompagner le développement des énergies renouvelables qui sont par nature intermittentes et qui ne vont pas toujours produire de l'énergie au moment où l'on a le plus besoin, d'où la nécessité de stocker cette énergie pour pouvoir l'utiliser plus tard. Nous avons par exemple un bon exemple avec le groupe français Neoen, qui est un spécialiste des énergies renouvelables, qui vient d'entamer la construction de ce qui sera la plus grande unité de stockage stationnaire en métropole, dans les Landes, d'une capacité de 6 MWh, soit à peu près le double de la capacité du stade Johan Cruyff près d'Amsterdam. Rappelons que Neoen est également l'exploitant de la fameuse plus grande batterie du monde qui a été construite par Tesla en Australie et d'une capacité de 129 MWh et que Neoen va prochainement commencer la construction de la plus grande unité de stockage d'Amérique centrale, au Salvador, et qu'il exploite également la plus vaste centrale photovoltaïque dans la Gironde, près de Bordeaux. Qu'en est-il des constructeurs automobiles français ? Renault avait annoncé la création en France et en Allemagne d'une solution de stockage de l'énergie basée exclusivement sur des batteries de véhicules électriques usagés. Rappelons que Renault a commercialisé la Zoé depuis 2012 et que généralement la batterie des Zoé est en location et donc elle reste la propriété de Renault qui va donc pouvoir réutiliser un stock important de batteries. Le projet baptisé Advanced Battery Storage serait capable à terme de stocker au moins 60 MWh, ce qui en ferait le dispositif le plus important de son genre jamais construit en Europe. Il devrait être opérationnel en 2020. Cela représente environ 2000 batteries, ce qui permettrait d'alimenter 5000 foyers en électricité. Dans le cadre de ce projet, Renault s'est associé à différents acteurs, comme la Banque des Territoires, le groupe japonais Mitsui, le Fonds de modernisation écologique des transports et de Mobility House dont on a déjà parlé pour le stade Johan Cruyff. 3 sites ont même été sélectionnés sur les usines Renault à Douai dans le nord, à Cléon en Seine-Maritime ou encore en Allemagne sur le site d'une ancienne usine à charbon en Rhénanie du Nord-Westphalie. Renault connaît actuellement de grandes difficultés et les sites dont nous venons de parler peuvent éventuellement être menacés. Nous verrons donc si l'État, en tant qu'actionnaire principal de Renault, va permettre à ces projets de voir le jour et de sauvegarder de l'emploi tout en favorisant une forme d'économie verte et circulaire. Même les pétroliers s'y mettent, avec par exemple Saft, qui est une filiale du groupe Total, installée près de Bordeaux, qui a conçu ce container de batterie d'une capacité de stockage de 2,2 MWh. 3 containers identiques à celui-ci permettent notamment de stabiliser la fréquence d'un parc éolien dans le nord-ouest de la Finlande, qui a une puissance totale de 21 MW. Les exemples sont très nombreux et trop nombreux pour tous les citer, preuve de la pertinence de ces solutions sur le plan écologique comme sur le plan économique. Le paradigme qui veut que l'énergie ne peut pas être stockée est en train de tomber. Il en va de même pour ceux qui veulent établir un parallèle entre véhicules électriques et énergie nucléaire, ce qui est à l'évidence une ineptie. Mais que va-t-il se passer lorsque la batterie arrivera en fin de vie, après avoir passé par exemple 10 ans dans une voiture et 10 autres années près d'un parc éolien ? Je ne cherche pas à esquiver cette question et donc nous allons maintenant parler du sujet qui fâche, celui du recyclage des batteries. Alors d'abord, il faut savoir qu'en Europe, il existe une réglementation depuis 2006 qui oblige tous les constructeurs à s'assurer de la collecte et du recyclage des batteries sur tous les appareils qu'ils construisent. Cette loi s'applique à tous les types de batteries et d'accumulateurs, quelle que soit leur forme, leur volume, leur poids, les matériaux qu'ils utilisent ou l'utilisation de cette batterie. Les seules exceptions qui sont prévues concernent l'armement et les objets envoyés dans l'espace. Les rendements minimaux de recyclage dépendent du type de batterie. Au moins 65% du poids moyen des batteries au plomb, 75% du poids moyen des batteries nickel-cadmium et 50% du poids moyen des autres batteries. Les batteries des voitures électriques, qu'elles soient hybrides ou 100% électriques, entrent donc dans cette dernière catégorie. Il serait temps d'ailleurs que cette directive soit révisée pour y inclure une catégorie spécifique aux batteries lithium-ion et fixant des objectifs de recyclage plus ambitieux. En effet, nous allons voir que l'on peut facilement atteindre des taux
de 70% dès maintenant et sans doute aller au-delà en fonction des progrès technologiques. Le recyclage des batteries constitue un double enjeu écologique et économique. On estime qu'il pourrait y avoir 700 000 tonnes de cellules de batterie à recycler en France en 2035. Sans recyclage, ce serait une véritable catastrophe écologique. Mais c'est aussi une nouvelle filière industrielle, créatrice d'emplois et de richesses qui devrait pouvoir prospérer. Il y a également une dimension plus stratégique puisque le recyclage va permettre d'alimenter l'industrie en matières premières d'une grande pureté et ce sans dépendre entièrement de l'extraction minière qui a lieu à l'autre bout du monde. En France, au moins 2 entreprises font partie des leaders européens du recyclage et celles-ci voient déjà leur activité exploser. Il s'agit de la Société Nouvelle d'Affinage des Métaux, la SNAM, qui est citée ici par l'article du Parisien, et aussi la société Eurodieuse Industrie, qui est basée en Moselle et qui est une filiale du groupe Veolia. Quelle que soit la méthode utilisée pour séparer les métaux, le processus de recyclage passe à peu près par les mêmes étapes. La batterie est d'abord déchargée, puis démontée. C'est la phase la plus simple qui permet de récupérer l'essentiel du cuivre contenu dans les câbles et de l'aluminium qui constitue l'emballage de la batterie. Ensuite, les cellules sont le plus souvent broyées en petits morceaux, ce qui permet de séparer les éléments ferreux des éléments non ferreux, soit par gravité ou par électromagnétisme. Pour séparer les métaux qui sont liés entre eux dans des alliages complexes, il existe 2 méthodes. La méthode classique, qu'on appelle pyrométallurgie, est utilisée depuis longtemps pour les batteries au plomb. Elle consiste tout simplement à faire fondre les éléments à très haute température dans des fours à pyrolyse pour séparer les éléments qui ont une température de fusion différente. Cette méthode consomme beaucoup d'énergie et rejette une quantité non négligeable de CO2 dans l'environnement. Elle nécessite des filtres pour éviter les rejets fluorés dans l'air. Cette méthode ne permet pas non plus de recycler l'électrolyte qui est brûlé, ainsi que le graphite de l'anode qui est perdu. C'est donc un procédé un peu bourrin qui permet tout juste d'être conforme à la réglementation et d'atteindre les 50%. Il existe une autre méthode à froid qui permet des taux de recyclage plus élevés tout en réduisant considérablement les rejets de CO2 dans l'atmosphère. Cette méthode est appelée hydrométallurgie et consiste, comme son nom l'indique, à séparer les éléments dans des bains en utilisant des procédés chimiques qui permettent d'obtenir des sels de métaux très purs. Eurodieuse Industrie prétend notamment atteindre des taux de rendement supérieurs à 80%, et la société allemande Duesenfeld, qui est l'une des plus avancées en matière d'hydrométallurgie, va même au-delà de 90%. Dans ce procédé, l'électrolyte n'est plus perdu, elle est récupérée par évaporation, et même le graphite de l'anode est également récupéré. Cela ouvre donc la voie à une filière permettant de limiter l'empreinte environnementale des batteries, tout en étant capable de dégager des bénéfices et de réinjecter des matières premières de qualité dans la chaîne de valeur dans une logique d'économie circulaire. Malheureusement, les batteries ne sont pas suffisamment bien conçues dans une optique de recyclage, ce qui va compliquer la tâche. Une meilleure prise en compte du recyclage dès la conception permettrait de faire des gains substantiels de productivité en fin de vie. Pour être complet, je vais également citer la méthode dite de biométallurgie qui consiste à séparer les métaux en utilisant des bactéries dans un milieu acide. Cette méthode permettrait de recycler jusqu'à 100% du lithium ou 100% du cuivre et 75% de l'aluminium, et ce tout en ayant une empreinte environnementale très très faible. Ce processus est encore au stade expérimental et surtout a le défaut d'être plutôt lent. Ce que je voulais démontrer dans cette vidéo, c'est que le recyclage des batteries des véhicules hybrides et électriques est tout à fait possible. Même si les procédés utilisés sont encore perfectibles, les industriels du secteur innovent sans cesse pour les améliorer. Ces nouveaux procédés devraient être prêts lorsque des volumes importants de batteries vont arriver en fin de vie d'ici 10 ou 15 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce en l'air ou laissez-nous un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez nous aider. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.